Bon, en tout cas, merci, merci de me recevoir. Merci Yann, merci Linda de cet accueil en dehors de nos terres bordelaises. C'est toujours un grand plaisir de venir admirer, féliciter et encourager les initiatives qui se font dans la filière. Rapidement, je vais essayer de présenter un petit peu notre philosophie, ce qu'est la Rostreintodon, et après activer quelques éléments par rapport à cette thématique liée à la communication. La Rostreintodon, on fait du vin, ça tombe bien, autrement on ne serait pas là. On en fait dans le Médoc, à 45 km de Bordeaux, 2 zones de production, une à Saint-Laurent-du-Médoc, une autre à Arsens. Et nous sommes dans la classification des crus bourgeois. C'est une présentation assez originale pour comprendre la notion de classification. Donc avec 170 crus classés à Bordeaux et 245 crus bourgeois, des crus artisans et des sans classement. Le Médoc est un très beau pays. En dehors de ça, il faut venir le voir. Une terre assez riche et un territoire assez gourmand. Quelques chiffres. La propriété appartient au groupe Allianz, un petit assureur qui essaye de s'en sortir, et ça depuis 1986. 205 hectares de production, donc comme je disais, cru bourgeois au Médoc, 8 millions de chiffres d'affaires, donc vous pouvez voir que nos prix sont assez raisonnables puisqu'on a une production et une commercialisation d'à peu près 1 million de bouteilles par an, 63 collaborateurs et quelques chiffres, 75% des charges qui sont reversées à moins de 60 km et aussi un indicateur que 100% de nos collaborateurs sont dans des contrats à durée indéterminée. Une histoire, elle commence en 1815, c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui elle est toujours là. 3 vins, Château La Rostreintodon, donc 165 hectares, un gros paquebot, les gens connaissent aujourd'hui, un vin très présent en grande distribution française. Notre commercialisation, globalement, on le verra plus loin, mais c'est à peu près 70% pour la France, 30% à l'export. La Rostreintodon est assez réputée parce que c'est reconnu comme étant un bon rapport qualité-prix-plaisir, très présent en grande distribution et qualitativement un produit assez sympathique. La Rosperganson, c'est une marque un petit peu plus récente et un château de 35 hectares avec un positionnement qualitatif un petit peu plus important que la Rostreintodon, principalement dû à son encépagement et à des parcelles plus vieilles. Et ensuite, le dernier de la maison, c'est le château Arnaud. C'est la cuvée garage, même si le garage est grand, c'est 5 hectares. C'est vraiment un produit très, très intéressant, très qualitatif, très classique, grand cru. Vraiment quelque chose d'assez intéressant. Les 3 sont crus bourgeois au Médoc. Ce que je disais, 70% en France, 30% export. 80% en GD, 15% aux particuliers à travers de la vente par correspondance, papier ou web. Et ensuite, l'export avec 40% Amérique, donc États-Unis et Canada, 30% Asie et 28% Europe. Et je tiens vraiment à mes 2% d'Afrique parce que je trouve ça quelque chose d'assez équilibré. Une cartographie, une organisation peu lisible, mais dans tous les cas, une organisation parce que se lancer dans des démarches comme ça, il faut vraiment comprendre, il faut vraiment savoir précisément qui fait quoi, une notion de processus avec globalement un axe sur le management technique avec le cœur du métier, le fait de faire du raisin et ensuite faire du vin, et ensuite un pôle plus important en termes de support, de ressources humaines, de systèmes, de développement, de communication, et aussi un autre pôle, celui de la commercialisation. Des valeurs parce que sans valeur, sans vision, on ne fait pas grand-chose. Donc là, c'était un nuage de messages, mais qui sont importants pour nous. Derrière tous ces mots, il y a des enjeux, il y a des actions. Le cœur du sujet, c'est nos démarches. Par ce petit schéma, je veux simplement dire qu'aujourd'hui, on n'est pas l'oiseau tombé du nid par rapport à ces démarches-là, puisqu'elles ont commencé pour nous en 99. En 99, on a commencé à se poser des questions par rapport à notre responsabilité vis-à-vis du produit, de sa qualité, et on est allé chercher des outils pour garantir tout ça aux consommateurs, et on est allé chercher de la norme. Il fallait être fou à cette époque-là
peu expérimenté. Est-ce que les normes ISO 9000 vont être compatibles avec notre métier d'agriculture et de la viticulture? C'était une des premières questions qu'on s'est posées. Le fait d'écrire, le fait de savoir où on voulait aller, nous a permis petit à petit d'amener une exploitation agricole vers le monde de l'entreprise. Partager ces informations, partager ces visions, partager ces objectifs, ça a été une des clés de voûte de la qualité de ce projet-là. Ensuite est venu à nous les enjeux de l'environnement et puis petit à petit ceux des exigences sociétales, sociales. Et à partir de là est arrivée une dynamique beaucoup plus importante en matière de responsabilité sociétale ou développement durable à l'époque. À partir de 2008, on s'est lancé dans la reconnaissance de tout ça à travers un outil qui à l'époque s'appelait AFAC millénaire mais qui aujourd'hui s'appelle AFAC 26000. Et depuis 2008, cette farouche volonté d'essayer de prouver et d'assurer précisément chacun des actes, chacune de nos actions, même si jusqu'à présent, systématiquement, on était certifié ISO 9000, 14000, agriculture raisonnée, HVE, ENCO, il nous fallait un outil de globalité pour montrer que ce n'était pas un patchwork de chacune de ces exigences qui faisait notre engagement en matière de responsabilité sociétale. Et on a trouvé l'outil AFAC 26000, un outil idéal pour nous aider. C'est un outil qui va nous permettre justement d'identifier très précisément tous les enjeux, essayer d'avoir une réponse simple et claire par rapport à ces enjeux-là. Et c'est pour cela un outil d'une très grande qualité. Et donc c'est pour ça qu'on a continué à travailler sur cet outil-là pour encore une fois s'améliorer, puisqu'en 2008, on a eu la médaille d'argent, on a eu plus de 500 points. Et à partir de 2010, on a eu la médaille d'or, comme le disait Yann, en matière de responsabilité sociétale, avec le niveau exemplarité, le niveau reste toujours le même, puisqu'on progresse en nombre de points, mais on arrive à maintenir ce système, et ce qui est lourd. Et là, dans quelques jours, d'ailleurs, on va renouveler encore une fois ce travail-là. Pourquoi faire tout ça et comment? Et là, on arrive à la notion de stratégie et de communication. Partager cette vision, partager ces valeurs, c'est une expérience super intéressante, mais avant tout qui doit être partagée en interne. Et la clé de succès de ces démarches-là vient dans le fait de pouvoir ramener des collaborateurs à vous. Vous l'avez vu, une 60aine de collaborateurs permanents, un petit peu plus avec ceux qui nous rejoignent pour les pics d'activité. Pour chacun d'eux, il faut savoir précisément où on va, comment on va le faire et où je suis. Je prends toujours cet exemple-là, bête et méchant, mais vous vous trouvez dans une ville que vous ne connaissez pas. La première des choses que vous allez faire, vous allez chercher un cul de bus ou un cul d'abri de bus pour aller trouver un plan. Et vous êtes très rassuré par le petit point, vous êtes ici. C'est rassurant parce que déjà on existe. Et deuxièmement, on s'arrive à se placer dans un schéma, dans un plan, dans un environnement. Une stratégie d'entreprise, c'est exactement la même chose. Si vous construisez une stratégie en termes de communication où les collaborateurs ne se retrouvent pas, ils seront paumés, ils n'arriveront pas avec vous au résultat. Et ça, on a mis beaucoup de temps pour essayer de comprendre. Au début, on est passé sur une stratégie en disant les 3 piliers de développement durable, l'économique, le social, l'environnemental. Mais moi, quand je suis vigneron, je suis où, moi? Eh bien ça, on me dit, t'es un petit peu de l'environnement, t'es un petit peu là. Non, mais je suis où? Et c'est ça qui est difficile. Et au fur et à mesure de cette expérience-là, on s'est aperçu qu'il fallait rédiger et acquérir une expérience par rapport à la construction de la stratégie. Et c'est le grand bond qu'on peut voir là, entre 2008 et 2010, c'est la création du projet Vignoble Responsable, qui est ni plus ni moins notre stratégie. Notre stratégie, elle est simple. On a dit, on a 5 métiers dans l'entreprise. C'est le métier d'entrepreneur, d'employeur, d'agriculteur, de producteur et d'acteur. C'est tout bête ces mots-là. Sauf que moi je suis vigneron, je sais où je vais être. Je fais du vin, je suis à la cave, je sais où je vais être. Je suis commercial, je sais où je suis. Et à travers ça, on a pu mettre tous les enjeux du développement durable ou de la responsabilité sociétale dans ces cases-là et ensuite lancer le projet. Rapidement, les enjeux, on les a classés là-dessus. Entrepreneur responsable, c'est la veille de tout poil. La veille réglementaire, la veille concurrentielle, la veille technologique. La capacité à l'entreprise à voir son environnement. La maîtrise des risques, c'est un sujet
extraordinaire pour une entreprise, pour qu'elle progresse et pour que là encore, chaque collaborateur, chaque partie prenante puisse comprendre où va l'entreprise. Puisque ni plus ni moins, j'aime pas le dire, mais la responsabilité sociétale des entreprises, c'est de la maîtrise des risques. Puisque vous identifiez un enjeu et vous y apportez une réponse, ou du moins vous planifiez une réponse. Le management de l'affaire d'influence, ou encore une fois des parties prenantes, c'est j'ai un environnement, j'ai des acteurs qui sont autour de moi, on va où ensemble? On se dit quoi ensemble et on construit quoi ensemble? C'est un sujet que je reviendrai tout à l'heure rapidement, qui est très riche. Et là, souvent, on a des mines et on a des trésors à côté de nous. On n'imagine pas la force de progression qu'on peut avoir ensemble. Le management opérationnel, on imagine. Et la notion de vision et de gouvernance, encore une fois, la dynamique de notre stratégie vignoble responsable nous a permis de fixer ces caps-là et d'amener beaucoup de monde avec ça. Et avec la notion de gouvernance, qui fait quoi dans l'entreprise. La notion de producteur responsable, on est dans la partie je fais du vin, la qualité, la reconnaissance, le client, ses marchés, ses attentes, l'innovation, l'éco-conception, tout ce qui est achat responsable et la garantie aux consommateurs. Donc là, on est dans une des parties cœur de métier. La notion d'employé responsable, c'est la capacité sociale de gérer les compétences, l'éthique de la déontologie de l'entreprise, toutes les thématiques de santé, sécurité au travail, comment je respecte au-delà des exigences réglementaires par rapport aux conditions de travail, tout ce qui est améliorer, se soucier de la santé, essayer que nos collaborateurs soient les plus durables possibles. Donc je prendrai un exemple là-dessus. Aujourd'hui, pour tous les métiers techniques, on a des préparateurs physiques qui interviennent régulièrement pour faire prendre conscience à nos collaborateurs qu'ils ont une santé, que j'ai une responsabilité sur leur santé, mais qu'eux sont aussi responsables et que là-dessus, on peut faire des choses ensemble. Bien sûr, la communication, on y reviendra rapidement tout à l'heure. Et le capital humain, j'ai un capital, j'ai 60 collaborateurs. Est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, j'en aurai 60, j'en aurai 10, j'en aurai 100 ? Où est-ce qu'on veut aller en termes social? Est-ce que je veux aller recruter 150 Polonais ou Roumains ou est-ce que je veux m'impliquer localement avec des collaborateurs de la performance et de la pertinence par rapport à ça? La notion d'agriculteur responsable, c'est vraiment le métier de faire du raisin à travers la biodiversité, la maîtrise des déchets, des effluents, la maîtrise des intrants, donc tout ce qui va être vraiment le cœur de métier et tout ce qu'on va pouvoir trouver autour de l'ISO 14001, la prévention des pollutions et puis la notion de terroir, dire qu'est-ce que je peux faire de mieux, différemment pour préserver ce terroir-là. Les acteurs responsables, c'est tout ce qu'on va y mettre par rapport à notre responsabilité de territoire. Pour certains outils, on a cette exigence de dire vous faites quoi sur le territoire d'un point de vue économique, social, environnemental, comment vous respectez, comment vous êtes un acteur responsable local. C'est pas évident à y répondre parce que une entreprise vitivinicole, elle peut vivre toute seule dans son environnement et elle a besoin de personne. Sauf que si elle ouvre un petit peu ses yeux, elle voit qu'elle a un impact économique. Tout à l'heure, je disais 74% de nos charges locales, on a un impact, on a un pouvoir économique qui fait qu'on apporte de la richesse. Si on en prend conscience, on peut faire des choses. Je pense à l'œnotourisme. Le fait de mettre un petit panneau comme montrer le schéma, ça apporte de l'attractivité. Si on est attractif pour un territoire, on va apporter de la richesse. On va apporter une économie qui va faire qu'on va être certainement plus durable. La notion de développement des partenariats au sein de la RSE, c'est pareil. Vous êtes engagé en matière de responsabilité sociétale, vous devez partager cette expérience, ces challenges, construire des choses ensemble à travers des partenariats. Le transport et le déplacement, l'accessibilité à la visibilité sont des sujets, la promotion et l'animation des territoires, être support ou participer à des actions qui vont vous permettre de travailler là-dessus. Globalement, voilà, vignoble responsable, c'est plusieurs mots là que je voulais utiliser, l'employabilité, la commercialisation, la pérennité, la responsabilité, la différenciation et le territoire. Si je dois faire un zoom sur la communication, effectivement, c'est très 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 complexe de parler de responsabilité sociétale pour du vin. Quand votre consommateur achète du vin, il n'achète pas votre vin pour votre démarche. Il achète du vin par plaisir, par besoin, parce qu'il reçoit des amis, par fidélité,
parce qu'ils vous aiment beaucoup, votre communication doit permettre justement de vous différencier. C'est-à-dire que, comme beaucoup de consommateurs aujourd'hui, vous êtes devant votre rayon vin, vous savez que vous devez acheter du vin blanc parce que vous faites, ou un vin rouge parce que vous faites de la volaille ou je ne sais quoi, et vous êtes dans le grand stress devant des centaines de bouteilles, vous allez choisir une bouteille par rapport à cela. Alors certains vont dire c'est la couleur de l'étiquette qui m'intéresse, d'autres vont dire c'est une notion de prix, mais non. Vous pouvez aussi apporter un autre critère qui est celui de l'engagement des propriétés. Yann l'a montré avec une multitude de logos aujourd'hui. C'est vrai que c'est très complexe, mais encore une fois, le consommateur souhaite savoir ce qu'il y a derrière la bouteille. Et on le sent bien. C'est une démarche qui est normale et globale. Quand on reprend l'histogramme et l'histoire de la Roserain-Thodon avec ces démarches-là, on voit bien qu'en 99, on a répondu à une attente ou une préattente autour de la sécurité alimentaire. 99, pour rappel, on est en pleine vache folle, on est en plein doute sur la rillette douteuse, on est là-dedans. Ensuite, la mode est allée vers l'environnement avec les exigences environnementales, tout en sachant que les exigences sur la sécurité, c'est un prérequis. Et au fur et à mesure, on rajoute ces prérequis-là. Aujourd'hui, on sent bien que l'exigence, elle est autour des règles sociales, éthiques, et pour lesquelles on a peu de preuves. Et donc, c'est ces engagements qui peuvent être pris et expliqués à travers des outils. Pour nous, la communication, elle a été simple. C'est de créer sur toutes nos bouteilles ce logo que vous avez là, qui s'appelle Vignoble Responsable, et qui va nous permettre de toucher le consommateur directement. Vous l'avez vu, hein, vendre 1 200 000 bouteilles ou 1 100 000 bouteilles, c'est malheureusement pas tous avec des clients directs. J'ai pas un grand supermarché, j'ai pas un site internet qui me permet de vendre autant de bouteilles en direct. Donc je fais appel et viens me chercher aussi des grands acteurs de la grande distribution, des grands acheteurs internationaux. Ces gens-là, la responsabilité sociétale des entreprises, ils vont l'entendre, mais ils vont surtout pas la valoriser. Ils vont pas vous dire allez-y, continuez, parce que dans leur plus profond, ils vont dire combien ça va coûter derrière. Donc c'est un jeu de dupes, mais ce qu'il faut se dire, c'est que la Roserain-Thodon, depuis ses engagements et depuis qu'on est là, tous nos clients nous sont restés fidèles. C'est un outil de fidélisation, mais c'est aussi un outil de communication et un outil d'attractivité, puisqu'on a bon nombre de clients qui sont venus nous voir par rapport à ça. Cette marque-là sur chacune de bouteilles, c'est aussi le moyen de mouiller le consommateur, de l'informer. Si on n'informe que le distributeur, Monsieur Carrefour, et ainsi de suite, il va dire très bien, continuez. Mais qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Je suis là et je vous mets à disposition, je vous loue, entre guillemets, un rayon dans mon supermarché. C'est pas à moi à faire ça. Donc là, on a pris le contre-pied et on a affiché ça sur chacune de nos bouteilles, en bas de nos bouteilles, pour essayer d'informer le consommateur et de le mouiller. Le retour est très intéressant parce que les gens essayent de comprendre ce qu'il y a derrière, même si l'information se trouve sur la contre-étiquette, mais ils veulent poser des questions et on a beaucoup de questions à travers nos sites internet sur c'est quoi Vignoble Responsable, pourquoi il n'y a que vous, pourquoi c'est la FNOR qui certifie, vous y mettez quoi derrière. Donc c'est un élément qui engage une discussion et là-dedans on peut expliquer tout ce qu'on a vu avant et tout ce que ça apporte. Aujourd'hui, la responsabilité sociétale par rapport au développement durable, elle est peut-être moins galvaudée par rapport à l'environnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tous les enjeux qui doivent être traités équitablement et avec un équilibre. Vous ne pouvez pas traiter que l'environnement, vous ne pouvez pas traiter que du social. C'est avancer petit à petit sur chacune de ces thématiques-là pour progresser de manière globale, pour ne pas risquer quelque chose. Toutes ces démarches-là, elles n'ont qu'un objectif, c'est rendre la structure pérenne, la plus stable possible. Encore une fois, si vous avez un levier plus important qu'un autre, vous allez déstabiliser le reste. Donc ça risque d'être très difficile. Donc encore une fois, nous, depuis notre expérience depuis 1999, c'est une démarche volontaire qu'on a supportée petit à petit et de manière douce et lente, avec un maximum de parties prenantes. C'est ça qui est intéressant. Pour revenir sur les parties prenantes, puisque tout à l'heure Yann faisait appel, difficile d'aller taper à la porte de tous ses fournisseurs, de tous ses clients. Et on a lancé cette année une analyse de cycle de vie économique et social. Il n'y en a pas eu beaucoup en France. Et on est allé demander à tout le monde
toutes les parties prenantes, notre chaîne de valeur, nos fournisseurs, nos clients, nos collaborateurs, de manière très objective à travers un questionnaire qui a été fait par une personne indépendante. Et ça nous a apporté beaucoup d'informations pour recréditer ce qu'on avait dans Vignoble Responsable, mais aussi, encore une fois, améliorer des petites thématiques sur lesquelles on n'était pas prévu. Je pense, mettons, à des parties sur les collaborateurs. Ça a été très important de mesurer tout ce qui était autour de la santé et de la sécurité des opérateurs. Donc ça a été très bon. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme info, Yann, sur, je vais citer deux, trois projets qui nous tiennent à cœur pour qu'on puisse après rebondir. Je danse moins bien que les gens qui passent, certainement. Il y a l'école de la vigne et du vin, qui est un projet qui nous amène à essayer de localiser une force et une présence de main-d'œuvre, puisque notre problématique, on le voyait tout à l'heure dans la notion de capital humain, c'est savoir si dans 20 ans, on aura toujours la capacité, on aura toujours un savoir-faire. Donc là, ce qu'on a demandé, c'est on s'est mis à 5 propriétés pour essayer de travailler sur le fait d'être attractif et de localiser 12 emplois, de les mettre dans un processus de formation chez nous et non pas dans un centre de formation. Et au bout de ça, ces 12 chercheurs d'emploi leur permettre un contrat à durée indéterminée. Aussi, une autre sortie originale en termes de communication, c'est le fait d'attirer sur le territoire, non pas avec des bandes dessinées classiques ou des panneaux, c'est de participer à une bande dessinée multimédia en réalité augmentée. Et à partir du 26 novembre prochain, vous allez avoir le numéro 1 qui s'appelle Esprit Médoc et qui va à l'esprit du vin. Et là, ça sera le numéro 1 Médoc qui va encore surfer sur le succès de Bordeaux-Château, des Gouttes de Dieu, pour parler du vin avec des contenus en réalité augmentée, avec de la technologie, donc avec un smartphone, vous allez voir apparaître des choses, des contenus supplémentaires. Et le troisième effet qui se coule de ce projet-là, c'est que c'est aussi un outil de nos tourismes, puisque vous allez pouvoir revivre la série de l'héroïne de la bande dessinée en allant directement sur les propriétés pour revivre des scènes particulières. Encore une fois, en termes de technologie, c'est très fort. Vignoble responsable, j'en ai parlé. Après, c'est les thématiques qui sont autres. Et puis après, bien sûr, le développement numérique. Voilà un petit peu ce que je voulais brosser en termes de communication et en termes de sujets. Et puis, une communication que je voulais mettre, c'est bien sûr de faire venir les gens. Faire venir les gens chez vous, c'est partager un univers, partager des valeurs, partager une atmosphère. Souvent, ils vont vous dire, le vin que je déguste chez moi, il n'a pas le même goût que chez vous. Ben, c'est sûr. Tout ça fait que vous avez une chance supplémentaire de faire entrer les gens dans votre univers, de leur expliquer comment vous vivez, comment vous travaillez, qui vous êtes. Et ça, c'est une richesse extraordinaire. Nous, on reçoit à peu près 4500 personnes par an à travers la saison touristique, comme vous pouvez avoir ici. Et puis, une opération pour laquelle on a une attention toute particulière, ce sont nos journées portes ouvertes, qui ont lieu généralement début avril. C'est un samedi et un dimanche. C'est une opération collective de l'appellation d'origine, ou du moins tout le Médoc. Et c'est la fête pour nos collaborateurs. Sur nos 60 collaborateurs, il y en a 40 qui sont bénévolement là pendant le week-end, qui ont le plaisir de se transformer en guide, en dégustateur, en serveur, en animateur, pour présenter au mieux leur propriété, leur fierté. Et c'est une opération d'une saveur toute particulière, parce que c'est la fête pour eux de venir montrer à ces touristes qui viennent, et ils sont nombreux, on a à peu près 2000 personnes par week-end, comment on vit le développement durable, comment on vit Médoc, comment on vit quand on est vigneron. On va parler de leur métier, ils vont parler de leur passion, le vin, ils vont parler de leur château. Et cette année, enfin du moins 2014, on a pu avec eux faire des choses extraordinaires. On a fait une représentation théâtrale qui explique l'histoire de la propriété. Et c'est eux qui ont été les investigateurs. Et tous les ans, ils sont 40 à se dire qu'est-ce qu'on va faire de nouveau l'année prochaine. Parce que c'est une fierté de partager ça. Et souvent, dans les entreprises, le patron est un con, on a toujours ça. Et bien sûr, on l'aura toujours. Mais si au moins pendant un week-end, on pouvait partager des choses, et là-dessus, on capitalise énormément parce que les nouveautés, là, c'est l'exemple d'un nouveau chez, ils sont très fiers de l'innovation. Et ça va être les premiers à être les ambassadeurs.
Tout ça pour vous dire qu'une démarche de responsabilité sociétale des entreprises, ça ne peut pas se faire dans un bureau à 2 ou à 4. Dans tous les cas, c'est un chef d'entreprise, un entrepreneur qui a une vision et qui la partage et qui va derrière trouver les outils pour mieux la partager, pour que cette vision puisse être la plus complète possible, pour que derrière on puisse garantir une réussite. Et ça, pour moi, c'est la clé du succès. Même si des fois la vision n'est pas évidente, on peut comprendre que l'environnement économique est difficile, mais il faut passer ce clivage-là pour essayer d'avoir cette vision la plus lointaine possible. Voilà ce que j'avais à vous dire, et je veux bien répondre à vos questions si vous en avez. Merci Brice Amouroux, quelle belle preuve de partage que ces témoignages. Une fois de plus, est-ce que la première question va arriver ou on passe à la seconde? Non, la première question de Bruno Le Breton. Bruno Le Breton qui dirige le domaine de la JAS, ici dans le département. Le temps que le micro se mette en place. Merci. Une question par rapport à, vous en avez parlé un petit peu, globalement de tous vos fournisseurs, depuis le temps où vous les avez sûrement impliqués dans la démarche. Pour vous, c'est quel type de fournisseur, enfin sur quel matériel on a le plus de difficultés à engager une réflexion sur le sujet? On a la chance d'avoir un pouvoir économique par rapport à notre volume, qui fait qu'on attire à nous des gens qui ont des produits, qui ont réfléchi avant de venir nous proposer leurs produits. Dans tous les cas, c'est leur faire comprendre dans quelle démarche nous sommes et en quoi ils peuvent contribuer à cette démarche. Et à la notion de vignoble responsable, on leur explique où on veut aller et comment ils peuvent nous aider. Certains vous disent, moi je ne vois pas la responsabilité que je peux avoir avec vous. Je vous fournis des bouchons, je vous fournis des bouteilles ou je vous fournis des piquets acacia. C'est vraiment de les prendre par la main en disant, mais encore une fois, vous êtes un maillon de la chaîne. Et je ne peux pas garantir à un consommateur si derrière, j'ai des gens qui ne sont pas impliqués au même titre que mes collaborateurs. Donc c'est vrai que ça peut être difficile, mais encore une fois, c'est le fait de leur poser des questions. Dans tous les cas, je ne souhaite pas qu'on mette le couteau sous la gorge à quelqu'un. Donc notre démarche, on ne l'a jamais faite comme ça, on ne l'a jamais subie et donc on ne veut pas le faire subir à qui que ce soit. Donc c'est amener intelligemment des gens à se poser des questions. Au bout de 2 ou 3 fois, quand vous voyez le responsable, quand vous voyez le commercial et vous lui posez la question, s'il n'a pas de réponse, au bout d'un moment, vous allez dire c'est quand même compliqué. À travers notre démarche là qu'on a fait, l'analyse du cycle de vie économique et social, c'est 40, puisqu'ils sont 40 à avoir subi ce questionnaire. Le questionnaire était très 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 complexe sur leur pratique en matière de, on va dire, de relations droits de l'homme, sur l'équité dans l'entreprise, sur la formation. Certains ont compris que c'était on rentrait dans leur entreprise, c'était une agressivité. Certains l'ont compris comme ça, et d'autres ont compris que derrière, c'était tout avantage de valoriser ce qu'ils faisaient. Et ceux qui n'ont pas compris, il n'y en a qu'un sur les 40 qui n'a pas compris, mais parce que le questionnaire n'a pas été adressé à la bonne personne. Et quand on a pu l'adresser à la bonne personne, les réponses n'ont pas du tout été les mêmes. Mais encore une fois, c'est de les prendre par la main. Et nous, depuis 99, avec plaisir ou pas, on est leader là-dessus, mais ça a été difficile de faire grandir ces gens-là. Au bout de 3 ou 4 fois, quand vous dites à votre tonnelier, vous me dites que mes barriques, votre bois arrive du centre France, est-ce que vous pouvez me le prouver? Vous me dites que vous travaillez mieux en matière d'HACCP, est-ce que vous pouvez me le prouver? C'est marrant, la Rostrintodo me pose ça parce qu'il m'achète 150 barriques, et puis 2 jours après, il y en a un autre qui lui pose la question. Peut-être que là, il va falloir qu'on s'en préoccupe. Dans tous les cas, c'est pas leur mettre des gifles constamment, mais c'est de les amener sur cette voie-là en disant, écoutez les amis, si moi je vous le propose, si je vous pose la question, c'est une préoccupation. Aujourd'hui, je suis peut-être un des premiers, mais demain d'autres vont s'y poser. Si vous voulez être vous aussi leader dans votre marché, il faut commencer à apporter une réponse. Et des fois, c'est des simples visites dans leur entreprise où ils prennent conscience parce que vous leur dites, je prends l'exemple d'un caissier il y a peu de temps, je suis allé et je lui dis, non mais c'est dégueulasse là, qu'est-ce que vous faites des déchets? On ne sait pas trop quoi en faire. Quand il y en a beaucoup, on craque une allumette et on fait brûler. Vous dites, mais aujourd'hui, il y a des organisations pour les déchets, pour valoriser tout ça. Oui, vous connaissez. Et là, vous allez
tiens, telle association, ils font ça, c'est bien, c'est de la réinsertion, tout ça, ça marche. Mais cet enjeu-là, il n'en a pas pris conscience parce qu'il a d'autres préoccupations. Donc c'est vraiment petit à petit d'amener des fournisseurs, mais au-delà des fournisseurs, on a la même problématique avec des collectivités locales et territoriales pour lesquelles il faut identifier avec eux des enjeux. De cette analyse qu'on a pu faire là, c'était assez intéressant. On a pu classer nos parties prenantes avec des priorités de communication. C'est-à-dire des gens avec qui il va falloir communiquer et aller chercher des partenariats parce qu'ils ont du répondant, ils ont besoin de nous. D'autres, ils s'en foutent royalement. Très bien, on aura une communication légère moins régulièrement. Donc on a pu classer aussi et avoir le management de nos parties prenantes en disant il y a quelque chose à faire avec ces gens-là ou pas du tout. Et puis des gens qui vous surprennent. Là, il y a une semaine, j'ai visité le poste de contrôle de notre alarme de télésurveillance. Pas quelque chose de très sexy, mais j'ai été très surpris de leur niveau en matière d'intégration des populations plus sensibles. Ils avaient la moitié des collaborateurs qui étaient en situation de handicap. Mais j'étais très content. Et jamais il me l'a dit. Et quand j'y suis allé, la première des choses, c'est des gens que j'ai à 2h du matin qui me réveillent en disant l'alarme sonne. C'est pas évident. Mais maintenant, je les ai vus. Et là, je vois qu'ils sont en solution de handicap. Je me dis, mais pourquoi vous ne l'avez jamais valorisé ça? Je trouve que je suis très fier d'être fournisseur, client d'un fournisseur qui s'est posé la question et qui a trouvé des solutions. Et c'est des gens locaux qu'ils ont formés, tout ça. Donc, il y a une connaissance. C'est vrai qu'il faut avoir du temps. Il faut le planifier. Mais dire, allez rendre visite à votre caissier, à votre tonnelier, et lui, il valorisera, et ses collaborateurs en disant aussi, j'ai des clients qui viennent. Comme l'exemple que je vous ai donné de nos portes ouvertes, même si on ne le fait pas de manière globale, allez chez les fournisseurs, allez chez les parties prenantes, ça a du bon. Ils sont fiers de faire partager tout ça, leurs exigences, leurs locaux, leur organisation, et c'est un rendez-vous qui est bon à prendre, en tout cas. J'ai répondu à la question. Une. D'abord, il y avait la bouteille de la restreinte au don, donc oui, je la mets dans tes mains parce que je pense qu'il y avait une utilité à ça. Je ne sors jamais sans elle. Oui. Elle est vide, hein. Enfin c'est factice, hein. Mais une des bouteilles. Effectivement, vous le voyez là, on a le logo Vignoble Responsable qui est sur chacune de nos bouteilles, avec un petit message derrière qui explique c'est quoi Vignoble Responsable et qu'est-ce qu'on y met là-dedans. Ma question, elle est celle-ci. Si on te proposait de supprimer les 3/4 de ces outils de communication au sein de la retraite au don, notamment celle qui porte le message de la responsabilité de la retraite au don, quels sont ceux qui subsisteraient aujourd'hui pour être pertinents sur les acteurs et les parties prenantes? Je crois que un des outils, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait de pouvoir échanger et se voir. Aujourd'hui, il ne faut pas fermer les yeux sur tout ce qui est Internet, les réseaux sociaux, toute cette communication-là qui peut se faire par le bouche à oreille, mais aussi par des informations qu'on trouve sur des sites. Je crois que ça, c'est important. On a les limites avec la loi E20 qui sont importantes, mais il faut quand même essayer de trouver des solutions. Les journalistes, ça les excite pas trop. C'est plus dans l'air du temps. Hein. Ça a été en 2007-2008 un sujet très important qui est la RSE, maintenant beaucoup moins. Il ne faut surtout pas se taper sur le ventre. Il ne faut surtout pas communiquer à outrance. Je pense qu'encore une fois, c'est du petit pas, c'est expliquer, être très très précis sur ce qu'on fait, parce qu'aujourd'hui, le risque, il est très important de se faire traiter de greenwashing ou tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on met sur la place publique, il faut être en capacité de prouver. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la notion de norme, la notion d'évaluation, c'est un outil d'une partie externe qui vient vous auditer, vous évaluer, qui a un poids énorme. Et c'est pour ça que je suis assez content que localement, des investissements importants ont été faits sur la FAC 26000 et sur d'autres outils que sont les achats responsables, parce que c'est aussi des éléments qui vont favoriser cette connaissance-là et donner du crédit à ces démarches pour qu'en termes de communication, ça puisse être pas encore du commun, mais au moins des éléments de réponse importants pour des consommateurs, que ce soit pour la France ou pour l'étranger, puisque tout à l'heure, Yann, tu parlais de la SAQ et de certaines contrées pour lesquelles il y a une exigence forte.
on voit qu'effectivement tous les monopoles d'État ont une exigence forte, mais aussi les gros acteurs, que sont les compagnies aériennes ou les très gros acteurs en termes d'achat, ont besoin d'avoir des preuves. Et en termes de communication, pour eux, c'est d'apporter des outils assez simples, mais très pragmatiques, et encore une fois, la notion de preuve. Autre question qui est un petit clin d'œil. Aujourd'hui, la restreinte aux dons, on a le sentiment qu'arriver à son niveau en matière de responsabilité sociétale, on y arrivera peut-être plus vite parce qu'effectivement, il donne des bons exemples, mais ça sera dur parce que ça sera long. Peut-être que la restreinte aux dons a un sentiment que progresser, il y a encore beaucoup de chemin. Mais au-delà des 700, tu me corrigeras, 50 points peut-être, qu'est-ce qu'on vise sur une troisième évaluation? Je crois que c'est une troisième. On vise 10 de plus, 20 de plus. On cible quoi pour arriver à cette marge? L'outil AFAC 26000, je trouve intéressant pour un entrepreneur parce que la cartographie, c'est le plan de bataille. La cartographie du nuage permet de voir là où il reste encore des choses à faire. Ce qui reste à faire, c'est ces derniers points, comme tu dis, qui sont difficiles à attraper. C'est la notion de se comparer aux autres. Parce que je peux avoir un indicateur extraordinaire. Je prends un exemple sur la consommation d'eau. Pendant 5-6 ans, je suis super heureux parce que tous les ans, je gagne 5%, ou du moins je réduis 5% de ma consommation d'eau. Et je suis très heureux, je me tape tous les ans en revue direction sur le ventre. Sauf que je suis le pire des salauds et je m'en suis jamais aperçu parce que je suis le pire cancre possible de la filière. Et donc pourtant, je suis super content parce que j'ai des tendances très très bonnes. Et là, le travail est important d'essayer d'organiser la notion d'indicateur, de partager des indicateurs pour après identifier des bonnes pratiques et identifier qui est le leader. C'est un projet qu'on a lancé à Bordeaux avec l'école Bordeaux Sciences Agro, qui est une solution qui s'appelle Grive. On ne change pas les chasseurs médocains. C'est la GRI viticole. Globalement, la GRI est une norme internationale sur les indicateurs et on a identifié à travers cette norme-là des indicateurs qui peuvent être spécifiques à la filière, avec une exigence très difficile, c'est que chacun puisse volontairement et décemment répondre à ces indicateurs-là, les mettre dans une boîte et essayer de voir, d'identifier les bons et les moins bons, et qui est le meilleur et pourquoi il est le meilleur, et puis surtout se positionner par rapport aux autres. Et ça, c'est difficile parce qu'on ne peut pas être tout seul. Et donc, on a lancé ce projet-là qui avance, puisque je pense que la plateforme sera prête pour le milieu de l'année 2015, où là, on va pouvoir gagner beaucoup en s'enrichissant avec des enjeux et des indicateurs pour essayer de voir qui est le meilleur et comment il fait. Donc ça va être une petite chasse, mais une chasse agréable, d'aller sur beaucoup de sujets, essayer de voir les bonnes pratiques, où trouver les bonnes pratiques. Ça, c'est un gros sujet. Le sujet des parties prenantes et comment intégrer les parties prenantes à chacune de nos réflexions. Bien sûr, les prioritaires, ce sont nos collaborateurs. Comment les impliquer? Comment former les instances représentatives du personnel pour qu'elles puissent plus facilement nous accompagner dans toutes les décisions. Ça, c'est des gros sujets. Un gros sujet est Vignoble Responsable pour nous, essayer de continuer à travailler cette marque-là pour continuer à améliorer et essayer de gagner des points et que les gens comprennent ce qu'est notre démarche pour crédibiliser cette démarche-là. Voilà des sujets qui vont nous permettre dans quelques jours d'affronter notre évaluateur avec plaisir. Et puis, vous l'avez vu tout à l'heure, avec des sujets qui sont l'école de la vigne et du vin pour nous, essayer de travailler le local et être encore un acteur très très fort localement. Donc ça, c'est des sujets qui vont nous permettre, je l'espère, de maintenir et de gagner quelques points. C'est pas la chasse aux points, c'est déjà un effort de maintenir là où on est aujourd'hui, de dire on a cette médaille d'or, d'avoir été les premiers à gagner cette médaille d'or et comment maintenir cette médaille d'or et de continuer à mobiliser après 15 années autant d'acteurs et de renouveler et se renouveler, c'est le plus gros challenge pour nous au quotidien. Merci. Avez-vous des questions? Écoutez, Brice Amourou, on vous remercie pour ce témoignage et peut-être à très bientôt pour connaître vos avancées.